Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou rebonjour et merci de venir fouiller avec nous ces drôles de vie et voir comment on les écrit, ces drôles de vie, puisque accessoirement c'est de ça dont il va s'agir, qu'est-ce qu'on révèle et qu'est-ce qu'on dissimule quand on enquête, quand on s'autobiographie, quand on raconte une scène non connue. La scène non connue ou l'événement moins connu, c'est à vous qu'on le doit, Ariane Chemin, avec ce livre sur Romain Gary et Jean Seberg, Mariage en douce, mariage en Corse, puisque c'est à l'occasion vous-même d'un voyage en Corse que vous tombez sur un détail qui vous donne l'occasion de tirer un fil. C'est paru aux éditions des Équateurs. On vous connaît évidemment aussi pour d'autres portraits, radiographies, enquêtes politiques, mais aussi littéraires. Parce qu'il y a aussi ça, qu'est-ce qu'une journaliste comme vous, une enquêtrice comme vous, va justement chercher commissaire chez les écrivains, chez les Houellebecq, chez les Gary, qu'est-ce qui vous y fascine aussi. On va voir ce qu'il y a d'aventurier aussi dans la vie que vous vous êtes écrite après vous l'être concoctée, Robert Salmon, puisque c'est une part de votre autobiographie, de L'Oréal à Lhasa, itinéraire d'un iconoclaste, qui est paru au printemps également, je crois, aux éditions du Passeur. Vous avez été un certain nombre d'années le numéro 2, je crois, de L'Oréal, et c'est les négociations, c'est les continents où vous négociez, c'est les enjeux que vous vous donnez, est-ce que vous les réussissez ou pas, que vous retracez ici. Et sûrement, vous nous avez caché quelque chose, on essaiera peut-être de les découvrir. À votre gauche, c'est poser quelqu'un qui s'y connaît aussi, en gens qui cachent des choses, mais là, c'est parce que c'est leur métier aussi. Ce sont les gens des services secrets, tous services secrets français confondus. Je précise que c'est les services secrets français sur lesquels vous avez enquêté ici dans ce livre paru cette fin septembre 2016 chez Flammarion qui s'appelle Espionne. Alors, ça s'adresse forcément à toutes celles et ceux qui aiment John le Carré, dont les mémoires sortent en ce moment. On retombe sur ces gens des mystères qui écrivent, sur les fans de James Bond, sur celles et ceux qui ont adoré les 2 saisons du Bureau des légendes sur Canal+. Là, ici, je précise encore une fois que c'est tous les services secrets français qui sont concernés, et c'est justement la question de la place des femmes, puisque la France, si l'on en suit votre enquête, bien que ça change un chouïa, on reste dans le domaine du chouïa quand même, donc du détail, est le pays au service secret développé qui réserve à ce jour le moins de place aux femmes. Est-ce que c'est cette petite place justement qui vous a donné, vous, envie d'aller mettre une grande lumière sur ces questions de femmes espionnes? C'est une enquête, je précise. Alors, pardon, excusez-moi. Pas grave, il vaut mieux commencer comme ça. Voilà, ce qui m'a donné envie de faire cette enquête, c'est que cette petite place pour les femmes est une place qui est en train de grandir à vitesse grand V. En 20 ans, le nombre de femmes dans les services secrets français a été multiplié par 4. Et aujourd'hui, un agent secret sur 4 est une femme. Donc, elle représente 25% des effectifs. Et les services veulent recruter de plus en plus de femmes. Donc j'ai voulu raconter cette révolution silencieuse, cette féminisation de ce lieu de pouvoir secret qui est pour moi révélateur aussi de la féminisation en cours de notre société. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans d'autres univers. Je vais vous poser une question qu'on vous a déjà posée 1000 fois, mais tant pis. Je serai le 1001e. Est-ce que c'est par définition impossible, ou dans le meilleur des cas, pas évident, d'enquêter sur ces métiers dont tout l'intérêt consiste à rester dissimulé, parce que sinon c'est une couverture découverte. Est-ce que, donc ça c'est sur la question des espions en général, mais est-ce que sur la question justement des espionnes, qui en plus ont à défendre un peu cette place-là, etc., est-ce que c'est aussi dur ou est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est aussi dur que sur le... Oui. En fait, c'est effectivement déjà un univers, les services secrets, c'est un univers opaque, fermé, qui ne s'ouvre très rarement. Et moi j'ai réussi en fait à pénétrer dans cet univers tout simplement parce que j'avais dans mon carnet d'adresses, je suis journaliste depuis 20 ans, quelqu'un de haut placé dans l'univers du renseignement
et qui m'a ouvert les portes. Une brèche s'est ouverte, une porte s'est ouverte et moi je me suis engouffrée et j'ai rencontré d'abord les femmes de la DGSE, la DGSE c'est la CIA à la française. Ensuite j'ai rencontré les femmes de la DGSI qui est le FBI français pour donner quelques repères. Et ce qui a été effectivement pour moi en tant que journaliste, c'était un challenge parce que ces femmes sont des expertes de la manipulation et du mensonge. Leur métier, c'est de ne rien laisser paraître d'elles-mêmes, mais d'aller voler, chercher, traquer du renseignement au nom de l'intérêt national. Alors ces femmes sont évidemment très cadenassées par le secret défense, très verrouillées. Et donc moi, j'ai mis beaucoup de temps, c'est 1 an et demi d'enquête, pour aller, j'ai passé beaucoup de temps avec elles, les yeux dans les yeux, pour recueillir leurs confidences. Et ce que, en général, je les ai vues chacune à 3 reprises. Les 2 premiers entretiens, je n'en gardais rien. Et c'est à la 3e rencontre que, enfin, j'arrivais à gagner leur confiance et que, derrière l'armure de l'espionne, j'arrivais à toucher, à atteindre la femme, ses émotions, d'avoir des moments de vérité sur sa vie personnelle, sa vie intime, le poids du secret dans sa vie de famille. Parce que ces femmes, agents secrets, quand elles rentrent chez elles le soir, elles n'ont pas le droit de raconter ce qu'elles ont fait dans la journée à leur mari ou à leurs enfants. Donc elles sont obligées de cloisonner. Elles peuvent avoir déjoué des attentats, traqué des terroristes pendant la journée, filocher, enfin, réaliser des filatures avec de grands bonnets de la drogue. Et quand elles rentrent le soir, elles n'ont le droit de rien dire à leur mari. Donc, quel est le poids, enfin, je voulais vraiment comprendre comment elles gèrent ce poids du secret dans leur vie intime. Robert Salmon, vous, donc je brossais votre portrait en une phrase. Vous avez été longtemps numéro 2 de L'Oréal. C'est ce que vous, entre autres, vous écrivez ici. Là, c'est vous qui l'écrivez. Est-ce que, avant que vous vous décidiez, vous, à prendre un stylo et à dire ce que vous vouliez bien dire, est-ce qu'il y avait des journalistes, est-ce qu'il y avait des enquêteurs aussi qui sont venus vous demander de raconter aussi ce qu'ils voulaient bien entendre? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu un parcours aussi formidable que celui qu'on m'a permis de faire à L'Oréal, on a envie de le raconter. J'ai eu la période de pionnier, que l'ensemble des compagnies cosmétiques du monde étaient surtout en Amérique, en Europe et un peu au Japon et quelques pays comme ça. Moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que le monde, c'était pas ça. Il y avait tous les pays émergents. Donc, j'ai ouvert à peu près 60% des filiales du groupe dans le monde, avec des aventures rocambolesques que je décris dans mon livre. Alors, évidemment, le vrai problème, c'est ma grande question aussi dans ce livre, ça a été, est-ce qu'il vaut mieux essayer de réussir dans la vie ou de réussir sa vie? J'ai essayé de faire les deux. Alors, est-ce que j'y suis parvenu? J'en sais rien. Mais simplement, réussir dans la vie, hein, c'est avoir des promotions, gagner plus d'argent. Et en général, on se tape la tête au plafond. Hein, et la plupart des types meurent ou ont des infarctus, hein, comme les grands acteurs, etc. Donc réussir sa vie, c'est essayer d'équilibrer, au fond, une vie professionnelle avec une quête intérieure, etc. Et c'est ce que je suis efforcé de faire. Alors ça se passait par plusieurs choses. Hein, je suis allé en Inde quand j'avais 20 ans, j'ai vu les grands sages indiens. Je suis ensuite rentré en maçonnerie il y a 57 ans. Puis ensuite j'ai fait de la radiesthésie, de la géobiologie. J'ai flirté avec le bouddhisme, bon, ce qui m'a amené à Lhasa. Donc, si vous voulez, ça a été une vie assez bien remplie, mais j'espère essayer, grâce à ce que je faisais au point de vue personnel, j'ai pu diriger les hommes d'une autre manière. Que moi, j'avais des parents polytechniciens normaliens qui trouvaient que la vie était difficile, et moi, j'étais très mauvais en classe. Je me dis, si j'essaye de suivre leur voie, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, j'ai dit, il faut faire autrement. Et toute ma vie, ça a été de faire autrement. Pourquoi un itinéraire d'un iconoclaste? Iconoclaste, ça veut dire celui qui ne fait pas les choses comme tout le monde. À faire pas les choses comme tout le monde, c'est essayer de réussir sa vie et réussir dans la vie. Est-ce que j'y ai réussi? J'en sais rien, c'est pas à moi à le dire. Mais d'aucuns disent que j'ai pas à peu près fait un parcours qui
qui tient debout. Ça a été quoi le déclic pour là en 2016? Enfin, donc parution en 2016, ça veut dire, j'imagine, écriture ces 2-3 dernières années. Alors, le déclic pour l'écrire. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que toutes les ouvertures de ces marchés un peu difficiles, le Moyen-Orient, l'Asie, les pays de l'Est, etc., ça se fait qu'une fois, les ouvertures de marché. Donc il y a eu des aventures qui sont formidables, et si on ne les écrivait pas, ça serait perdu. Parce que les jeunes qui aujourd'hui, les filiales existent, donc les jeunes ne vont jamais connaître ça. Donc je voulais faire ce témoignage-là, et j'y ai pris énormément de plaisir. Puis à l'automne de sa vie, on a envie de faire le point sur pas mal de choses. Alors il y a des gens qui m'ont reproché parce que j'ai été obligé de parler de mon rapport avec les femmes. Certains, quand on fait 70% de son temps en dehors de chez soi, c'est pas très facile pour une femme. Les femmes n'aiment pas beaucoup vivre avec des courants d'air. Oh, ça c'est de la chute. Alors... Et inversement. Oui. Et inversement. La question des espions, il en est aussi question ici, puisque Romain Gary était aussi de ce milieu-là, était diplomate, etc. Il est écrit dans votre ouvrage, Ariane Chemin, que les témoins de ce fameux mariage en douce étaient justement des espions qui sont arrivés, comme les époux d'ailleurs, par avion militaire en Corse, parce que tout était en secret dans ce mariage. Et là aussi, il y a un point commun avec ce qu'a verbalisé à l'instant Robert Salmon, la notion de témoin et de témoignage. On a l'impression que pour vous aussi, autant que de témoigner de ce qu'on vous a dit dans une balade en Corse, c'est le tout début du livre, et on vous dit tiens, tu sais ce qui s'est passé là-haut? Oh bah non, je sais pas. Ah, bah il s'est passé ça. Ah bah ça alors, un mariage. Et vous racontez comment, parce que comme il était très secret, le mariage, on sait qu'ils étaient mariés, mais le mariage, on ne le savait pas. Qui avait été, comment ça s'était passé, les actes civils qui se reproduisent, etc. Est-ce que pour vous, la question de témoigner, est-ce que pour la journaliste que vous êtes, la question de témoigner ça était plus importante que d'arriver à tirer comme ça le fil du secret et de ce qu'il y a toujours dans le non-dit de la vie d'un écrivain? Non, j'ai pas voulu témoigner. J'ai le vilain défaut de tous les journalistes, c'est que je suis curieuse. Et donc effectivement, à partir du jour où quelqu'un m'a montré un petit village près d'Ajaccio et m'a dit, tu vois, ce sont ici que se sont mariés Romain Gary et Jane Seberg, ça m'a trotté dans la tête très longtemps. Et donc j'ai acheté toutes les biographies qui pouvaient exister de Romain Gary et Jane Seberg, et j'ai vu que cet épisode que je trouvais pour le moins important dans une vie de couple, parce qu'un mariage c'est quand même très important dans une vie, était expédié en quelques lignes. Et mieux, tout ce qui était raconté était faux. Et je me suis dit vraiment, Romain Gary, quel génie! Il a l'art de semer même ses biographes. Lui qui a toujours voulu brouiller ses vies, eh bien, il a réussi à enfumer ses biographes et personne n'a fait le récit de ce mariage. Donc je suis partie faire une sorte d'enquête dans le passé, puisque ce mariage a eu lieu en 63. Je suis allée dans ce... 16 octobre 63. 16 octobre 63, je suis allée dans ce village. J'ai retrouvé l'unique photo qui existait de ce mariage, qui était en possession du fils et de Romain Gary et Jane Seberg, Diego Gary, qui a d'ailleurs écrit lui-même des livres, mais qui n'évoque jamais ce mariage, puisqu'il n'en savait rien. Et donc j'ai voulu faire une enquête à la fois en Corse, dans le passé, dans les souvenirs des gens, et exhumer ce pan inconnu de l'histoire d'un couple quand même qui est mythique. C'est vrai que c'est un couple mythique dont l'amour finalement n'a pas duré si longtemps que ça, peut-être 10 ans, mais au fond, il reste comme un couple qui représente l'amour absolu, l'amour pur. C'est ce couple qui avait plus de quasiment un quart de siècle de différence d'âge et qui s'est aimé de manière passionnelle. Et donc, j'ai voulu faire cette enquête-là, à la fois comme une journaliste, et puis en faire une sorte de récit. Alors, moi, je dirais jamais que je suis un écrivain. J'ai pas dit trop d'admiration pour les écrivains pour dire ça, et j'ai surtout pas assez d'imagination, je pense. Mais cette histoire, justement, elle est tellement incroyable qu'elle est plus forte peut-être qu'un roman. Alors justement, vous avez trop d'admiration pour les écrivains, disiez-vous. C'est vrai que dans les enquêtes que vous leur consacrez dans le journal Le Monde, évidemment, on pense à celle de Michel Houellebecq, à la rentrée, pas 2016 mais 2015, qui fait que même son roman paraissant en ce moment-là, Michel Houellebecq était quand même une des stars de la rentrée littéraire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous fascine? Qu'est-ce qui éveille à ce point? Qu'est-ce qui vous obsède? Voilà, c'est plutôt ça le mot. Pour que quand vous vous intéressez à Houellebecq, c'est à ce qu'il n'a pas dit que vous intéressez. Quand c'est Gary, bon là il se trouve que la vie vous apporte ça sur une montagne, mais non, mais c'est vrai que je réfléchis à voix haute pendant que vous parlez. C'est vrai que par exemple l'été dernier, j'ai consacré aussi un très long portrait à Jean d'Ormesson.
Et effectivement, en fait, si je réfléchis pendant que vous me parlez, ce qui m'a intéressé, c'était que c'était 3 écrivains personnages. C'est-à-dire qu'un écrivain, il a tout à fait le droit de se réfugier derrière son œuvre, mais à partir du moment où il devient un personnage, où il veut devenir un personnage, oui, là, il m'intéresse. Et d'une certaine manière, Michel Houellebecq, je m'y suis intéressée, j'ai eu beaucoup de polémiques avec lui, mais là où il a tort, c'est que je m'y suis intéressée parce que justement, je pense que c'est un écrivain extrêmement intéressant et sans doute le plus intéressant du XXIe siècle. Donc j'ai voulu m'y intéresser. J'ai pensé que c'était l'écrivain de l'identité nationale. Peut-être même d'ailleurs, on pourrait dire de l'identité malheureuse. Et Jean d'Ormesson, pour moi, c'était plutôt l'écrivain national, mais côté identité heureuse. Et Gary, évidemment, c'est un personnage. Pourquoi? Parce que c'est un aventurier, c'est un homme courageux, c'est un résistant, et surtout, c'est un homme, évidemment, qui a inventé le truc le plus incroyable qui existe dans l'histoire littéraire, c'est-à-dire qu'il a eu le Goncourt 2 fois dans sa vie, sous son propre nom, Romain Gary, puis sous le pseudonyme de Émile Ajar, parce qu'au fond, il n'en pouvait plus de ces critiques qui le jugeaient avant de le lire, parce qu'il savait déjà que c'était du Romain Gary, il a voulu disparaître et devenir quelqu'un d'autre, et ça, je trouve ça génial. Pendant tous les voyages que vous avez faits, que vous racontez ici, tous les déplacements, tout ça, pendant les fameux 70% du temps, vous n'étiez pas là, comme vous disiez tout à l'heure, quels sont les écrivains que vous lisiez, si vous lisiez, quels sont les genres de romans que vous lisiez? Écoutez, vous savez, on n'a pas tellement de lire parce qu'on a les décalages horaires, le drame de cette vie d'aventure. J'ai fait 350 000 km par an pendant 40 ans. Alors, là, on a des décalages horaires, on a des problèmes de transit, on a des problèmes d'adaptation, on ne dort pas, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, donc, lire en plus de ça, dans les avions, oui, je lisais un petit peu, mais je lisais un peu les classiques quand même, hein, mais pas mal de romans policiers aussi. Ouais. Hein. Et puis surtout, je m'enseignais beaucoup sur les régions où j'allais. Quand j'allais en Thaïlande, quand j'allais au Japon, il fallait comprendre un peu la psychologie japonaise. Parce que les Japonais et les Américains, il fallait ensuite réfléchir comment arriver à faire des propositions qui étaient convenables. Par exemple, je me souviens, je m'occupais en grande partie de la marque Lancôme, que toutes les femmes connaissent. Aux États-Unis, à un moment donné, aussi, hein. Je fais des cadeaux pour achat. On donne une baguette de pain comme cadeau pour achat. Alors, mais j'ai entendu dire, les grands patrons de Paris disaient, mais il est devenu fou. Mais pour les Américains, une baguette de pain français, c'était magnifique. Mais pour les Français, c'était une honte, c'était vulgaire. Vous voyez? Alors, il y a des tas de choses comme ça. Et puis, en plus de ça, j'ai fait beaucoup d'opérations. Comme la Russie était fermée, c'était pas convertible. Je dis, c'est pas possible, les femmes, les Russes, avant, en 1917, c'est les meilleurs clients de parfum du monde. Alors, je me dis, c'est pas possible, dans leur gène, il y a quelque chose. Donc il faut trouver les moyens de financement. Et au fond, j'ai trouvé, par le moyen de barter ou de clearing, j'ai trouvé moyen de vendre 90% de ce que l'Occident vendait aux Russes. Et j'ai financé le développement de l'Amérique avec ce que je gagnais en Russie. Donc ce qui paraissait un paradoxe pour tout le monde. Donc il y a eu des tas de choses alors, dans tout ça. Puis alors, on a été les premiers à ouvrir les duty-free. Dans les duty-free, il y a des alcools et des tabacs. Bon, moi je dis, mais pourquoi il n'y a pas de cosmétiques? Alors j'ai fait une équipe de vente et on a visité les duty-free. Et on est devenu le premier opérateur de duty-free de cosmétiques au monde. Et aujourd'hui, les cosmétiques font 40% des marges de toutes les sociétés de cosmétiques du monde. Vous, Dalila Kershouch, avant cette enquête sur les espions, les espionnes, sur les agents secrets, est-ce qu'il y a des fictions, films, livres, qui vous avaient déjà un peu mis la puce à l'oreille ou qui vous avaient donné envie d'aller voir, en tant que journaliste, ce genre de personnage-là? Moi, j'étais je suis férue de séries télé. Et j'ai beaucoup regardé des séries américaines comme Atoufine, Homeland, et vous avez cité le Bureau des légendes tout à l'heure. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la manière dont l'imaginaire de l'espionne est en train de changer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé de la Mata Hari, de la figure de Mata Hari, donc l'espionne, figure icône érotique pour le fantasme absolu, donc de la femme séductrice, la femme fatale, secrète, qui vous séduit pour mieux vous trahir. Donc de cette image aussi d'icône érotique, de bombe sexuelle, que sont aussi les James Bond Girls, à l'image de femmes
dans les services secrets, dans Homeland ou dans les séries américaines, ou la série israélienne dont je parlais tout à l'heure, où ce sont des professionnels, des aguerris, des quasiment asexués, où c'est la compétence qui prime, et surtout ce qui me frappe, c'est leur grande détermination qui est mise en avant dans chacune de ces séries. Et on voit des femmes qui ont été obligées de se battre 2 fois plus que les hommes pour s'imposer dans ces bastions masculins du pouvoir. Et elles ont, pour prouver leurs compétences et pour aussi lutter contre le machisme de leurs collègues. Donc elles se sont battues 2 fois plus, et ça forge des tempéraments hors normes. Et mes espionnes, les 30 espionnes que j'ai interviewées, ont cette force, cette ténacité, cette détermination hors norme qui a fait que, par exemple, le plus grand succès des services secrets occidentaux, qui est la capture de Ben Laden, est le fruit du travail d'une femme. C'est une femme qui est agent analyste à la CIA, qui a traqué et débusqué Ben Laden au Pakistan. Y compris contre sa propre hiérarchie, hein, comme l'a montré le film qui a été... Et un film a été tiré de cette histoire vraie, qui s'appelle Zero Dark 30, avec Jessica Chastain dans le rôle titre. Et c'est un film qui a été réalisé par une femme, Catherine Bigelow. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'aune de votre expertise, de votre ouvrage, de vos enquêtes, de la différence entre ce que les romans ou les séries montrent des services secrets, la question taquine, et les services secrets en vrai? Ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'a frappé, par exemple, une série, Le Bureau des légendes, qui est sur Canal+. Sur Canal+, extrêmement réaliste. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est ce change, comment dire, c'est le fait que on n'a plus peur aujourd'hui dans ces séries-là, dans cet imaginaire, de montrer des femmes qui accèdent à des postes à responsabilité, à des postes clés dans l'univers des services secrets. Par exemple, au cours de mon enquête, j'ai rencontré une femme qui est probablement la femme la plus importante aujourd'hui dans la lutte antiterroriste en France. Elle dirige le service de lutte antiterroriste à la DGSI. C'est la fameuse Dalila du livre, c'est ça? Pardon? C'est la fameuse Dalila du livre. Non, elle s'appelle Valérie. Pardon, Valérie, oui. Valérie, c'est la patronne de l'antiterrorisme à la DGSI. Et je pense que c'est un peu l'équivalent de M dans James Bond. Et donc ça, pour moi, c'est la prochaine étape. Les femmes se sont imposées sur le terrain, elles se sont imposées à des postes clés, et probablement la prochaine étape, c'est qu'elles vont prendre la tête de services secrets. C'est dans les prochaines années. C'est dit, voilà. On suivra les prochaines années, puis on ira. et en fait, juste pour finir, pour moi, ce livre, c'est un éloge du courage et de l'audace au féminin qui montre que les femmes sont en train de s'imposer, s'affirmer, et avec leurs compétences et leur détermination au cœur des enjeux les plus cruciaux d'aujourd'hui, qui sont les enjeux de sécurité nationale et de défense nationale. Ça, c'est vraiment un message d'espoir pour les femmes. Merci. Et pour continuer sur ces deux côtés du miroir, entre réel et puis vie rêvée, des écrivains, pour ce qui concerne votre venue dans ce débat, Ariane Chemin, vous évoquiez Jean d'Ormesson, vous évoquiez Houellebecq, ici Romain Gary. Une fois que vous avez enquêté sur eux pour Le Monde ou écrit sur eux ici pour les éditions des Équateurs, comment évolue pendant ce travail et une fois qu'il est réalisé votre rapport à leur œuvre, votre relation à l'obsession qu'ils ont développée chez vous? C'est intéressant de s'intéresser, de s'occuper d'écrivains, parce que moi j'ai fait longtemps du journalisme politique, par exemple. Et c'est beaucoup plus difficile d'approcher un écrivain qu'un journaliste politique, parce qu'aujourd'hui les écrivains, par exemple Michel Houellebecq, il est entouré d'avocats, d'agents,
Et puis il y a une forme de révérence qui interdit toute critique, etc. Et c'est aussi vrai d'une certaine manière pour Jean d'Ormesson, parce que Jean d'Ormesson est éminemment sympathique, alors c'est très difficile de s'interroger sur son œuvre, par exemple. C'est comme si on n'avait pas le droit de dire qu'on n'aimait pas la littérature de Jean d'Ormesson. Ça c'est vrai, ça m'a frappé. Alors pour Romain Gary, c'est l'inverse. Romain Gary, je fais partie de la génération en fait qui a été biberonnée au nouveau roman, où mes profs de français me disaient en gros on ne parlait pas de Romain Gary parce que Romain Gary avait une histoire, un début, une fin, et moi j'étais étudiante en littérature au moment où justement eh bien on nous apprenait que le nouveau roman c'était formidable. Moi je lisais Claude Simon, Nathalie Sarraute, etc. Donc j'étais passée un peu à côté de Romain Gary, comme beaucoup de gens de ma génération, sans doute aussi parce que c'était l'époque de la Mitterrandie triomphante et que lui il était resté comme l'espèce d'écrivain gaulliste, l'écrivain du régime, et il y avait une sorte de mépris un peu condescendant, et ça m'a frappé en me plongeant dans l'œuvre de Romain Gary. Je me suis dit au fond j'étais beaucoup victime de mon époque. Alors ce qui est intéressant évidemment, je l'ai redécouvert au fond par son mariage, et son mariage, qui me l'a raconté, c'est là l'amusant de cette table ronde, c'est un ancien agent secret, un ancien barbouze. Je pourrais dire que Romain Gary avait choisi pour organiser son mariage pour deux raisons. Un, donc il était agent secret. Deux, il était corse. Et donc ils avaient l'assurance que jamais il ne parlerait. Et je l'ai retrouvé dans un dancing en plein hiver dans le sud de la Corse. C'est un formidable danseur de tango. Il a 94 ans. Et après avoir beaucoup réfléchi, il a accepté de me raconter cette journée si particulière et l'organisation de ce mariage qui s'est fait sous les auspices du général de Gaulle. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Et alors finalement, au fond, oui, c'est vrai. Moi, j'étais attirée par cette histoire, peut-être d'abord par Jane Seberg, que j'adore, qui, elle aussi, a été victime des services secrets américains, puisqu'on a essayé de salir son image, parce qu'on a essayé de la faire passer aussi pour une blonde un peu futile, alors qu'elle est extrêmement intelligente, et il suffit de regarder ses entretiens et d'écouter les entretiens qu'elle donnait quand elle était actrice. Je peux vous dire qu'il y a peu d'actrices françaises aujourd'hui qui répondraient avec autant d'intelligence quand on leur pose des questions sur les films que Jane Seberg. Et donc j'ai été victime d'une sorte de double machination, c'est-à-dire qu'on me faisait prendre, Jane Seberg était folle et un peu idiote, et Romain Gary était pas très intéressant. Et en fait, évidemment, c'est l'inverse que j'ai découvert grâce à cette enquête dans le passé. Donc oui, mon regard sur Romain Gary a changé en bien. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Parce que je voulais rapprocher le micro de la... Oui, non, moi simplement, je voulais simplement dire une chose. Ce qui est extraordinaire, L'Oréal, c'est un leader mondial. Il n'y a pas tellement de leaders mondiaux en France. Et dans le hit parade des sociétés dans lesquelles les gens dans le monde ont envie d'entrer, elle arrive en 8e position. Donc il y avait probablement des valeurs humaines qu'on a développées qui étaient assez intéressantes. Donc je pense que... Par exemple? Il y a une manière de participative, c'est-à-dire on fait confiance. Moi, je sais qu'il y a à un moment donné, un type qui vient me voir, me dit au Chili, je dis va là-bas, puis ouvre une filiale. Mais tu veux pas venir? Non, débrouille-toi. Vous voyez, on donnait très jeune à des gens des opportunités assez extraordinaires, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne école pour les jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça probablement qu'il y a une envie des gens d'entrer à tout prix. Alors il y a évidemment beaucoup de candidatures. Même moi qui suis un ancien, quand j'essaie de faire entrer quelqu'un, j'ai beaucoup de mal. Mais L'Oréal est aussi un formidable terrain d'investigation pour les journalistes, à cause de la période de la guerre aussi. Oui. Non, oui, au moment de la guerre, il y a eu des petits dérapages pas très sympathiques. Oui. Donc je parle d'ailleurs de mon livre. Hein. Tout à fait. C'est pour ça aussi que je voulais, que je disais au début, quand on écrit un livre, il y a des choses qu'on passe sous silence et pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire que soit vous ne pouviez pas, parce que vous n'étiez pas le seul aux commandes de décision, soit parce que c'est écoutez, moi, j'ai dit il y a une part d'ombre dans L'Oréal. Si vous voulez, au moment de la guerre, il y avait Hitler, Mussolini, Franco et Salazar. Il y avait des types en France qui voulaient prendre le pouvoir d'extrême droite. Donc, d'où le MSR, la cagoule et tout ça. Effectivement, Schoeller était le financier de la cagoule. Bon, ça faisait un peu désordre. Bon, mais aujourd'hui, c'est complètement oublié. C'est très très loin, si vous voulez. Et les gens sont plus du tout comme ça, quoi. Alors effectivement, comme terrain d'investigation, c'est sûr que ça a passionné les journalistes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous allez chercher le dessous des cartes? Non, mais je pense à ça parce que je m'y suis un peu intéressée au moment de l'affaire Bettencourt, comme beaucoup d'autres journalistes. Et on est allé. C'est vrai que c'était passionnant de plonger dans l'histoire de François Mitterrand aussi, évidemment, dans l'histoire de la famille Bettencourt.
Mitterrand et Bettencourt étaient dans la même chambre, disons, chez les frères Maris, rue de Vaugirard. 104 rue Voilà. de Vaugirard. Alors ensuite, effectivement, quand Schweller, à la fin de la guerre, il a failli être ennuyé, Bettencourt l'a aidé. Alors, Schweller lui a donné sa fille, Liliane. Et Bettencourt a son grand ami François Dalle qui l'a mis comme patron de L'Oréal. Donc tout ça, et puis alors plus tard, évidemment, Mitterrand n'a pas non plus tellement mal réussi. Hein. Donc effectivement, tout ça, c'était des amis de toujours, quoi. Est-ce que quand on écrit... oui. Non, vous parlez de l'histoire Bettencourt. Madame Bettencourt, que je connais très très bien, a été fatiguée à partir de 2002. Il y a le dénommé Bagné qui en a profité honteusement. Hein, et ça, c'est malheureux. Mais Madame Bettencourt n'est pas en cause. Et les soi-disant bagarres avec sa fille, c'était faux. Sa fille a essayé de la défendre. Hein. Moi, je connais bien l'histoire et c'est... Voilà. Est-ce que je peux poser je voudrais vous poser une question parce que j'ai trouvé très intéressante votre histoire au fond des espionnes, du profil des espionnes femmes. Et vous disiez au fond il y avait les Mata Hari et les James Bond Girls et puis aujourd'hui ce sont des espionnes beaucoup plus sérieuses, etc. Et alors où est-ce que vous classeriez, puisqu'on a découvert au fond le rôle aussi des espionnes anglaises pendant la guerre. Il y a eu des tas de récits qui ont été publiés il n'y a pas longtemps. Et j'ai l'impression qu'elles appartiennent, elles, plutôt à la deuxième catégorie, les espionnes qui travaillaient pour le gouvernement anglais et qui étaient envoyées dans les pays de l'Est, par exemple. Ou... Est-ce que c'est plutôt la deuxième catégorie? Mais est-ce que vous aimez d'abord le mot espionne? Ça, c'est... si vous voulez, moi, à la fois, je comprends, à la fois, c'est vendeur, mais c'est pas le mot, tout à fait. C'est pas des espionnes. Ce sont des espionnes. Alors il y a des espionnes, il y a des contre-espionnes. Non, c'est le terme juste. Après, on peut dire aussi agent secret, agent de renseignement. Voilà. Voilà, il y a plusieurs termes pour les qualifier. Mais pour revenir à la question d'Ariane, c'est vrai que chaque pays a sa culture et a forgé une image de l'espionne. Celle des espionnes anglaises pendant la Seconde Guerre mondiale est très différente, par exemple, des hirondelles russes qui, elles, pratiquaient et pratiquent encore l'espionnage sur l'oreiller, ou des stagiaires chinoises envoyées dans les entreprises françaises pour siphonner des ordinateurs. Donc chaque pays a vraiment sa culture de l'espionnage propre, et moi ce qui m'a intéressé dans la culture de l'espion à la française, c'est vraiment cette vision mais très masculine, très virile, très testostéronée de l'espion qui vient de OSS 117, et avec une vision des femmes très considérés comme des subalternes. Soit des subalternes, soit des objets de désir, ou des appâts sexuels. Ça, c'est vraiment... on est vraiment parti de cette vision très... comment dire stéréotypée, qui était vraiment très prégnante dans l'univers des services secrets français. Et c'est vrai que là, il y a une révolution qui est en train de se passer. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'écho que ça peut avoir en tant que femme, de voir que ces femmes agents secrets, dans l'imaginaire, sont encore considérées comme des objets de désir. Et c'est vrai que ce qui est des objets de désir ou des femmes subalternes, ce qui est quand même très révélateur d'une certaine vision des femmes dans la société. Et que ces femmes, au fond, elles se sont battues contre le fait de ne plus être considérées comme des objets de désir, mais comme des sujets à part entière. Elles sont devenues actrices de leur propre vie. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est la dimension un peu universelle, et que chaque femme, finalement, pourrait être espionne dans sa propre vie, c'est-à-dire s'approprier sa force, son audace, sa puissance, et refuser d'être considérée comme un objet de désir, refuser d'être cantonnée uniquement toujours à la séduction, ou considérée comme une victime ou comme une subalterne. Et c'est de changer de bousculer cette représentation et de montrer des femmes dans l'action, dans la puissance, qui agissent au cœur de la lutte antiterroriste. Et ça, pour moi, ça bouscule nos représentations du féminin aujourd'hui.
Et donc, vous parlez du mot révolution, est-ce qu'il se pourrait aussi que, parce que là pour le moment, si on suit votre livre, hein, il y a dans les services secrets français 25% de femmes, alors que elles sont un agent secret américain sur 2 est une femme, du moins à la CIA, et que le pourcentage est de 40 dans les services secrets israéliens du Mossad. C'est pour bientôt alors, selon vous, qu'on passe de 25 à 40 ou 50 en France? Je pense que les chiffres, oui, sont en train de monter. À la DGSI, par exemple, on en est à 30% de femmes. Je pense que cette révolution, cette féminisation est inéluctable, inexorable, en cours. Et évidemment, elle va augmenter, continuer. Et ce qui est frappant, c'est que par exemple, depuis les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre, le nombre de candidatures féminines spontanées à la DGSE et à la DGSI a explosé. Oui. Une candidature sur 2 qui parvient à la DGSE, ce sont des femmes qui postulent, qui veulent entrer et qui veulent s'engager par une question d'engagement de citoyenne, en tant que citoyenne, qui veulent être utiles à leur pays et qui aussi ne se qui se mettent de moins en moins de limites. Et je pense que des séries comme Le Bureau des légendes ou Homeland participent aussi de nourrissent cet engouement, ce désir et pour moi, ça participe aussi d'une forme d'émancipation des femmes, d'une certaine vision archaïque dont j'ai parlé. Eh bien, c'est sur cette ouverture, cette fin ouverte, ce constat optimiste, qu'on va conclure ces drôles de vie. Je vais vous rappeler, puis on va vous remontrer du coup les livres. Donc, Espionne de Dalila Kershouch vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous êtes à Brive jusqu'à demain soir, à la foire du livre, jusqu'à demain soir, donc sur le stand des éditions Flammarion. De L'Oréal à Lassa, itinéraire d'un iconoclaste, comme vous l'avez souligné, au Passeur éditeur donc de Robert Salmon. Vous êtes L8 et pas L10 comme c'est marqué. L8, on peut vous trouver jusqu'à quand? Jusqu'à ce soir, demain soir? Jusqu'à demain soir aussi. Et Ariane Chemin, Mariage en douce, sous-titré Gary et Hesseberg, est paru aux éditions des Équateurs. On peut vous trouver à Brive jusqu'à dimanche soir. Dimanche soir également, demain soir. Eh bien, voilà, je vous invite donc à aller trouver les auteurs. Merci à eux. Merci à l'équipe qui nous a reçus. Et merci à vous, mesdames, messieurs.